Bienvenue à Destination Numérique, un balado de formation présenté par Événements Attractions Québec et Formation Infopresse. Moi, je m'appelle Arnaud Granata et je serai votre guide dans cette série sur le virage numérique dans l'industrie touristique. Dans chaque épisode, on parle d'une tendance numérique incontournable avec des experts mais aussi avec des leaders du milieu. Que vous soyez gestionnaire, entrepreneur ou encore spécialiste, ces conversations, elles vous permettront d'aiguiser votre regard stratégique et de bonifier vos pratiques. Quelle que soit la taille de votre organisation, on vous donne des conseils concrets et des ressources pratiques pour vous outiller et vous accompagner vers votre destination numérique. Alors c'est parti! À l'heure de la transformation numérique, il existe un autre défi colossal à l'heure du jour dans de nombreuses organisations, c'est celui du développement durable à l'heure de la transition climatique. Encore à ses balbutiements, l'utilisation de la technologie verte dans les événements et les attractions pourrait peut-être faciliter le virage carboneutre de cette industrie. Dans cet épisode, on se demande comment utiliser des outils numériques pour réduire l'empreinte environnementale d'un événement ou encore d'une attraction. Notre expert invité, c'est Tristan Hertli, gestionnaire, changement, économie circulaire et technologie durable chez Talson. Bienvenue à Destination Numérique, Tristan. Merci Arnaud. Et notre leader invité, c'est Véronique Allard, chargée de développement durable au Palais des Congrès de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous, Véronique. Merci. Alors, un terme souvent évoqué dans le domaine du développement durable, c'est celui de l'économie circulaire. Tristan, il fait d'ailleurs partie de votre titre. Alors, candidement, moi, je commencerai comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, économie circulaire ? Une façon assez facile de le définir, c'est finalement en opposition à ce qu'il remplace ou à ce qu'il veut remplacer, c'est-à-dire le modèle linéaire dans lequel on vit depuis déjà très longtemps. Linéaire, ça veut dire qu'on est dans une société où on extrait de la matière, on la transforme, on la consomme et généralement on la jette. On en dispose sans nécessairement la valoriser comme elle se doit. Donc ça, c'est linéaire, on voit bien que c'est une ligne droite qui mène de l'extraction à la fin de vie. Le modèle linéaire circulaire vise justement à contrer ça, c'est-à-dire à mettre en place à chacune des étapes du cycle de vie, donc depuis l'extraction encore une fois jusqu'à la fin de la vie du produit, des bonnes pratiques qui vont faire en sorte que on va limiter, sinon carrément annuler, les déchets ou les extrants négatifs que ces processus-là peuvent apporter. Donc vraiment, il faut voir ça comme une espèce de boucle où mes extrants, ce que je produis, par exemple des déchets, peuvent devenir les intrants, c'est-à-dire la matière première d'une autre personne ou d'une autre industrie. Okay. Et comment ce principe s'applique-t-il aux événements ou aux attractions ? Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est la question qu'on peut se poser à propos de cette économie circulaire-là. C'est sûr que l'économie circulaire va particulièrement toucher l'aspect industriel où on consomme beaucoup de matières premières et on en génère aussi beaucoup. Pour ce qui s'applique aux événements, moi j'ai deux choses qui me viennent en tête. Il y a évidemment, et on en parlera certainement un peu plus tard, la génération des déchets, notamment alimentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là ? Ouais. Est-ce qu'on peut les valoriser autrement ? Est-ce qu'on peut les biométhaniser, créer de l'énergie plutôt que de les jeter ? Et puis il y a aussi, qui est plus mon domaine, évidemment, au niveau du matériel électronique. On sait, et on aura l'occasion d'en parler, que ça consomme énormément, ça crée beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a des pratiques que je peux mettre en œuvre pour sélectionner le bon matériel, s'assurer par exemple de sa réparabilité dans le temps ? Ouais, ou pour compenser, j'imagine, certaines émissions polluantes qu'on pourrait générer dans un événement, par exemple. Pour les limiter au maximum, en effet. Oui, tout à fait. Véronique Allard, vous êtes donc, je disais, chargée de développement durable au Palais des Congrès de Montréal. C'est l'un des lieux les plus achalandés au Québec en termes de programmation événementielle. Et pour donner un ordre de grandeur aux personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui, combien de personnes visitent le palais chaque année, là, Véronique? Bien, en fait, on va parler de 863 000 personnes en 2021-2022. Ouais, quand même.
quand même, on revient tranquillement, mais sûrement à notre moyenne qui est entre 900 000 par million. année. Alors, quand même après la pandémie, on voit qu'il y a une recrudescence. Les gens veulent se déplacer, veulent se rencontrer aussi. Ouais. Alors, effectivement, c'est beaucoup de monde dans une année. Puis ça, c'est combien d'événements à peu près par année en temps On normal? parle en moyenne 242 depuis la post-pandémie, mais je vais vous avouer qu'on caracole tranquillement, pas vite, vers le 350 par année, qui est une moyenne avant la pandémie. Ouais. Alors, quand même... Donc, un bon volume d'événements. Et quand on est, comme vous l'êtes, chargé du développement durable dans cette institution-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Véronique? Votre champ d'action, il se résume comment? Le champ d'action est très vaste. Développement durable veut dire qu'on travaille transversal avec tous les intervenants du palais, du fournisseur, de l'employé de l'entretien, de la sécurité, des ventes, des opérations, de l'infrastructure du bâtiment. Puis, ce qui nous aide à rallier tout ce monde-là, c'est de faire un plan en action de développement durable. Alors, le palais... En amont, j'imagine. Oui. Alors, le palais est dans l'obligation d'avoir un plan d'action en développement durable. Ouais. Et puis, alors, tous les départements sont ciblés dans ce plan-là. Tous les départements ont des indicateurs, des cibles à rencontrer. Alors, dans le fond, moi, je suis la chef d'orchestre de toutes ces actions-là en développement durable pour dire d'où on part et où le palais veut, en fait, s'améliorer en développement durable. Puis, ici, autour de la table, aujourd'hui, je pourrais vous poser la question, quelle est votre définition de développement durable? Tous et chacun, on aurait une définition différente. C'est clair. Mais il faut être en mesure d'aller au-delà du volet environnement, parce qu'il y a le volet économique et il y a le volet social qui prend de plus en plus de place. Alors, le palais essaye d'arrimer et d'harmoniser les 3 secteurs du développement durable. Ouais. Mais je peux vous dire que c'est un défi, c'est certain. Mais vous veillez au grain, là. Vous vous assurez qu'il se passe quelque chose. Donc, vous œuvrez tous les deux, je disais, en développement durable. Donc, c'est un secteur, même si les définitions sont élastiques, qui est vraiment en expansion. En tout cas, on a l'impression depuis une dizaine d'années. Vos responsabilités, elles comportent un vrai défi de communication. Et je crois que c'est là aussi que le marketing numérique, on est là aujourd'hui pour en parler, peut entrer en ligne de compte. Pourquoi, selon vous, la communication, elle est essentielle dans une bonne stratégie de développement durable? Je peux me lancer? Oui, allez-y. Bon, alors, en fait, l'important de la communication en développement durable, on parle souvent d'éco-blanchiment. Ouais. Je pense que pour nos auditeurs, c'est qu'on veut s'assurer de ne pas revendiquer des actions qu'on n'a pas faites ou qu'on promet des choses qu'on ne peut pas réaliser. Mm-hmm. Ça, c'est l'avenue qu'on devrait vraiment exclure de nos communications. Ouais. Et souvent, j'explique qu'il faut être en mesure de démontrer qu'on veut s'améliorer. Puis, je crois qu'il y a 3 questions fondamentales lorsqu'on communique en développement durable. La première, c'est est-ce que le problème ou la situation qu'on veut communiquer est comprise à l'interne? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Après ça, pouvons-nous échanger et discuter après la publication? Parce qu'il faut que ça soit une communication qui est ouverte avec nos parties prenantes. Mm-hmm. Une discussion, dans le fond, oui, c'est ce que vous dites. Effectivement. Puis, après ça, nous aussi, il faut être en mesure de démontrer notre engagement, jusqu'où on veut s'engager. Alors, c'est un défi parce qu'il faut s'assurer de ne pas envoyer des signaux contradictoires à nos clients et puis de toujours avoir la volonté de s'améliorer. Mm-hmm. Alors, je crois que c'est un défi de tous les instants. Et en développement durable, le pilier, c'est de bien communiquer. Pas trop, pas peu, mais juste à la bonne dose, parce que sans ça, le message se dilue. Oui. Et Tristan, on parlait donc de marketing numérique. Comment ça peut rentrer en ligne de compte quand on parle de développement durable, d'économie circulaire, dans des événements, dans des attractions? Alors, c'est certain que je voudrais rebondir sur ce que disait Véronique. Oui, j'aime beaucoup. On développe aussi chez Telsom un concept qu'on appelle le bagel de l'inaction, ou de l'action, si vous voulez. Qui est? Et je vais vous expliquer, c'est très simple. On se situe tous au milieu du bagel. On ne sait pas trop
ce qu'il en est au niveau de l'environnement. Est-ce que ça va bien, ça va pas bien? Attends, on a une bonne intuition que ça va pas bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il faut que tous et chacun, on se cultive, on apprenne à un peu plus comprendre ce qui se passe autour de nous et ce qu'on peut faire. Mais une fois qu'on est dans le bagel, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en manger plus. Puis plus on se renseigne sur le sujet, plus je pense que vous le vivez autant que moi, plus ça peut devenir angoissant. Après, on va parler d'éco-anxiété, qu'on vit tous à certains degrés, plus ou moins. Et donc, on arrive à un moment où, à force d'en savoir, d'en apprendre, ça devient plus tétanisant qu'autre chose. Donc, j'aimais bien l'analogie que faisait Véronique, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre avoir l'information pour prendre la bonne décision et le trop-plein d'informations qui viendraient nous bloquer. Donc je pense que le devoir de sensibilisation dans les événements comme dans n'importe quelle industrie, il est très important et il faut trouver le juste milieu. Et ce juste milieu-là n'est pas le même d'une industrie à l'autre. Oui. Donc il faut bien connaître ses clients, ses partenaires, ses parties prenantes, faire un travail de dialogue avec eux pour comprendre un peu plus où est-ce qu'ils se situent et où on peut les amener en termes de communication. Ouais. Et en quoi le marketing numérique rentre en ligne de compte là, dans une stratégie de com, par exemple, liée au développement durable? L'avantage du marketing numérique, c'est qu'il est omniprésent. On peut vraiment aller toucher un public qui est beaucoup plus large. On peut aller chercher effectivement des éléments d'information de façon beaucoup plus étendue que sur le marketing standard, on va dire. Il y a l'outil numérique, là c'est le IT for good comme on dit, donc comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour faire le bien. La capacité de communiquer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le marketing numérique, c'est une opportunité de rendre ce sujet encore plus omniprésent qu'il pourrait l'être sans ce marketing. Puis j'imagine que, Véronique, vous parliez aussi d'avoir une communication ouverte où on invite à la discussion, les médias sociaux, le marketing numérique permet ça aussi, c'est d'entretenir un dialogue aussi avec ses publics. Puis si je peux rajouter, c'est effectivement, le mot éco-anxiété est sur toutes les lèvres. Et quand on parle de communication, d'accord avec toi, Tristan, de dire que il peut y avoir un surplus d'informations, puis les gens se sentent tétanisés. Mais au Palais des Congrès, j'aime bien utiliser éco-espoir. J'aime mieux donner de l'éco-espoir. Vous voyez le verre à moitié plein, c'est ça? C'est en plein ça. Alors, l'éco-espoir, c'est de démontrer qu'avec des éco-gestes, des petits éco-gestes, on peut s'améliorer. C'est intéressant comme concept. Oui, puis le numérique vient effectivement nous permettre d'élargir, d'aller chercher un plus grand public, autant pour nos employés que nos clients. Ouais. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que comment le numérique va faire en sorte de changer les comportements de nos clients, de nos parties prenantes? C'est une question qui est très ouverte, très large. Mais Tristan, je ne sais pas si vous avez des pistes. Donc, de vos parties prenantes, vous voulez dire des organisateurs d'événements eux-mêmes, des prestataires de services. On peut penser aux boîtes de technologie, par exemple, de techniques, les traiteurs, etc. Comment eux peuvent aussi utiliser, emboîter le pas. C'est ça que vous voulez dire? Oui, définitivement. Ouais. Toutes les parties prenantes avec le numérique, quels sont les outils qui vont... Est-ce que ça va les aider à changer leur comportement? Oui, Tristan, allez-y, vous voulez répondre? C'est un sujet extrêmement vaste, mais oui, définitivement, il y a des outils numériques qui, comme dans d'autres domaines, le domaine de l'information, permettent de débloquer certains comportements ou de permettre à des sensibilités de se rassembler plus facilement. On peut simplement repenser aux manifestations pour le climat il y a 2 ans avec Greta Thunberg. Si Greta Thunberg était arrivée 20 ans plus tôt sans les réseaux sociaux, ça n'aurait pas eu du tout le même retentissement. Donc on peut utiliser ces outils-là pour diffuser une parole, pour créer des communautés qui, elles, vont agir concrètement sur le terrain. Ouais.
Mais bon, on regarde en ce moment les événements, quand on parle de développement durable dans des événements, c'est très lié aux opérations. On parle par exemple des verres consignables, de la gestion des déchets. Bon, on revient à ce fameux concept d'économie circulaire. Mais est-ce que les outils numériques pourraient changer la donne, Tristan? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que... Moi, je me mets à la place d'une attraction ou d'un événement. Ils veulent utiliser des outils numériques pour rendre leurs pratiques, leurs événements plus responsables. On commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense par exemple spontanément à nos fameux billets là, physique papier. Oui. Bon, aujourd'hui, il existe des applications, on n'a plus besoin d'avoir ces billets-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, des outils comme ça qu'on peut utiliser? Il y en a toutes sortes. Il y en a un en particulier dont j'aime bien parler qui s'appelle Explorama. Donc, c'est une application qu'on installe sur son cellulaire. C'est développé en France, qui a le but vraiment de valoriser le patrimoine. Et dans cette application, il y a un certain nombre d'activités que les clients ou les visiteurs peuvent utiliser et qui vient... il y a deux aspects positifs à tout ça. Ça vient remplacer du matériel électronique qui préexistait, qui aurait existé sans que le téléphone portable devienne omniprésent. Donc, on peut se rappeler quand on visitait des musées, on avait tous ces gros combinés en plastique, etc. Qu'est-ce qui deviennent ces combinés-là? Est-ce qu'ils ne deviennent pas de la pollution in fine? Donc ça disparaît. Le papier disparaît également. Donc, il y a un effet directement bénéfique en termes d'environnement, de remplacement de tout ce matériel qui existait avant. Et puis, l'autre point que je trouve intéressant, c'est au niveau de la conception de l'application. Celle-ci a été pensée depuis le début en essayant de limiter au maximum l'impact environnemental. Donc, par exemple, ils ont changé l'emplacement des serveurs. Au lieu de passer chez Google, ils ont pris un serveur en France. Ils ont travaillé sur la récurrence du signal GPS. Ils ont travaillé sur leur code, etc. Tout ça pour arriver, c'était intéressant. Le ratio, c'était de 32 à 1. 32, je dirais l'équivalent de 32 Français, si on veut, en 2019, à 1 en 2020. Donc, l'impact est vraiment de 32 à 1. Donc, réduire leur impact. Quand on fait de l'éco-conception. Ouais. Et bon, nous-mêmes, chez InfoPresse, on produit des événements. On s'est posé cette question-là et on a essayé de réduire le plus possible des choses du monde physique. Et on s'est rendu compte qu'il existe énormément d'applications disponibles ou gratuites ou très peu chères sur le marché qui permettent d'éliminer le papier. On peut penser au code QR pour avoir accès au programme. On utilise une application qui s'appelle Slido qui permet de poser des questions ou de faire des sondages sans distribuer des feuilles de papier et des stylos. On recycle des cocardes. On invite aussi les gens à remplir des fiches avec leur nom, leur entreprise, etc. directement sur leur téléphone cellulaire. Donc, il existe quand même énormément d'applications qui sont à portée de main. Absolument. L'outil numérique aujourd'hui est omniprésent et il vient remplacer beaucoup, effectivement, le flux papier. Maintenant, ça va être un sujet intéressant à discuter. Est-ce que, littéralement, remplacer du papier par du numérique est si bon que ça au niveau de l'environnement? Il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Le papier, il est physique, on le touche, on est conscient si on le jette ou si on ne le jette pas, ou s'il traîne dans la nature. Nos kilo-octets sont invisibles. Et pourtant, ils sont bien présents. Ils ont réellement un impact environnemental très, très fort. Donc, il faudra se poser la question, au-delà de la simplicité qu'apporte le numérique, la praticité qu'il apporte, si on utilise le bon service numérique pour la bonne raison. Ouais, c'est intéressant ce point de vue-là. Véronique, au Palais des Congrès, est-ce que vous en avez vu justement des applications numériques qui permettent de réduire son empreinte environnementale? En fait, le Palais des Congrès, avec la pandémie, a développé le lab événementiel qui fait qu'on est rendu à 14 partenaires. Alors, puis dans ces partenaires-là, il y a des partenaires qui offrent soit des expériences, des façons d'opérer avec le numérique pour l'événementiel, pour le client. Ça, c'est le lab. Donc, c'est vraiment un regroupement de start-up, d'organisations qui sont à disposition des clients du Palais, Effectivement. Alors, comme un petit peu Tristan le mentionne, c'est que, parce que présentement, la problématique, c'est qu'on manque de data pour être en mesure de faire le calcul de l'impact du numérique. Parce qu'un événement, parce que présentement, pour eux, c'est plus simple de dire on va aller calculer,
faire notre bilan de l'événement en sachant on a généré combien de matières résiduelles, combien d'énergie on a pris. Parce que ces données-là, elles existent, elles sont quantifiables, on est capable de compenser nos gaz à effet de serre. Il y a plein de compagnies et le standard est établi dans l'industrie. Et pour le moment, au niveau du numérique, c'est que ce standard-là, pour faire le calcul des gaz à effet de serre, il n'existe pas. Puis, je donne souvent l'exemple, c'est que c'est concret de gérer des matières résiduelles, c'est concret de gérer la quantité d'eau que tu es en mesure de sauver. Mais concrètement, lorsque tu organises un événement, il y a des statistiques qui disent que 19% des gaz à effet de serre sont, avec l'utilisation du numérique, sont faits en pré-événement, en préparation, en conception. Oui. Mais ce chiffre-là, est-ce qu'il est bon? Et comment, après ça, on va le calculer pendant l'événement? Et pour vraiment, tantôt, on parlait de cycle de vie, puis le numérique est partout aussi. Hein? Alors, c'est là où il nous manque de data, de mesures. Puis, vu que c'est intangible, les gens ont de la difficulté à l'intégrer. Alors, nous, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de conscientiser nos clients, débuter à faire des gestes concrets que vous comprenez. Comme quoi, par exemple? Regardez, exemple, pour la COP, on fait la caractérisation des matières résiduelles. Alors, toutes les matières résiduelles sont triées, sont pesées et autant au niveau du compost, de la récupération et des déchets. Alors, à la fin, on va avoir le portrait de comment de matière résiduelle a été générée par cet événement-là. Ouais. Alors ça, c'est concret. On a un chiffre, un pourcentage, un bilan. On est en mesure de dire, OK, la prochaine fois, peut-être qu'il y a certains matériaux qu'on pourrait faire attention de ne pas utiliser, de faire différemment. Ouais. Mais le numérique, et Tristan, je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, on l'a pas, il n'y a pas de tangibilité de voir qu'on est en mesure de le mesurer. En fait, il y a des façons de se positionner par rapport à tout ça. Déjà, pour poser les choses, le numérique de façon générale, donc le matériel numérique et son utilisation, dans le monde, c'est 4% des gaz à effet de serre. Ouais. Et ça, c'est dans le monde. Dans les pays occidentaux développés comme le nôtre, on est plus proche des 10% en réalité. Ouais. Donc, 10% de notre impact est lié à notre utilisation du numérique, quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans. Et c'est en accélération constante. L'autre chose intéressante à retenir et qui va peut-être commencer à donner des pistes de solutions à nos auditeurs, c'est qu'un matériel électronique, quel qu'il soit, son poids en gaz à effet de serre, il est déjà à 75% consommé quand il arrive dans nos mains. La fabrication pèse 75% des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que l'énergie utilisée pour l'extraction, la fabrication, etc., c'est souvent fait dans des pays qui utilisent un mix énergétique défavorable, du charbon, des énergies fossiles, etc. Donc quand on l'ouvre, on ouvre notre cadeau, notre beau matériel électronique, que ce soit pour un événement iPad, ou autre. On a déjà 75% de ce qui est fait. Alors vous pourriez me dire, dans ce cas-là... Est-ce qu'on retourne au papier ? Une fois que c'est acheté, ça ne coûte plus rien de l'utiliser. Ouais. C'est vrai au Québec, parce qu'on a une électricité propre. Si ce même iPad ou cette caméra ou cet écran à haute résolution est utilisé en Chine ou en Pologne, l'utilisation va rajouter beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc ce que ça veut dire pour des événements, c'est qu'il faut se poser la question, je parlais de la réparabilité tout à l'heure, nos équipements électroniques sont ce qui pèse le plus numériquement, plus que leur utilisation en tant que telle. Donc il faut les faire durer le plus longtemps possible pour répartir leur gaz à effet de serre sur une durée la plus longue possible. Ouais, c'est un point de vue intéressant, c'est vrai, auquel on pense peu. Véronique, le Palais des Congrès a une approche assez originale parce que vous invitez chaque événement, vous le disiez tout à l'heure, à faire leur part. Vous proposez de réinvestir une portion du montant de location du palais, littéralement dans une initiative de développement durable. Concrètement, comment ça fonctionne ? Moi, je vais louer le palais demain matin. Il faut que je redépense je sais pas, on va dire $50 000. Je redépense une partie de ce montant-là dans une action, c'est ça ? En fait, ça s'appelle la politique d'éco-conditionnalité. Ouais. Cette politique a été mise en place au printemps 2022. Alors, les grandes lignes, c'est que vous louez concrètement
Et sur votre loyer, exemple que votre loyer est de 50 000, si vous déterminez que vous avez les capacités et le goût de faire des gestes éco-responsables, le Palais des Congrès vous donne une réduction de 10 % sur votre loyer. Alors, ce qu'en fait, ce 10 % de réduction sur le loyer, bien, vous dites, OK, bien, j'ai cet argent-là, qu'est-ce que je peux faire comme geste éco-responsable? On a développé une liste d'items que le client peut faire, mais il peut nous en proposer d'autres. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, Dites-nous exemple, quelque chose de cette liste. On va engager une brigade verte pour que lors des repas, pour être certain que les gens trient bien. Ou bien, on leur propose, allez, si vous avez des cadeaux à remettre à vos conférenciers, on va vous dire, allez vers des cadeaux locaux, des conférenciers, des artistes locaux. Si vous voulez compenser vos GES, regardez, il y a X, Y, compagnie. Offrez pas de la bébelle faite en Chine. Là. C'est en plein ça. Puis, on les accompagne tout au long et eux ont comme mandat, à la fin de l'événement, la reddition de compte, c'est qu'ils nous donnent des preuves pour être sûr que, exemple, si on engagé une brigade verte 2 jours semaine, ça coûtait tant, nous, on prend et on leur rembourse la totalité. C'est intéressant. Alors, ça commence. Puis, c'est dans le but de responsabiliser aussi les organisateurs. Et on est le premier Palais des Congrès à offrir ce type de façon de politique. Et puis, l'important dans cette politique-là, ce n'est pas juste de dire « vous avez le choix, faites ce que vous voulez ». C'est on les d'accompagner. accompagne. C'est ça, c'est l'accompagnement. Oui. Mais revenons sur la pandémie. C'est possible de se réunir en virtuel, on n'apprendra rien à personne, et d'économiser sur les frais de déplacement, d'hébergement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les gens, une fois que la pandémie est passée, là, on espère que ce soit le cas, mais ont envie de se retrouver, de se réunir. Le retour du présentiel, on le voit, c'est important en ce moment. Et en même temps, est-ce que le modèle hybride peut permettre de diminuer l'empreinte environnementale des événements? Est-ce qu'il faut continuer d'investir dans des événements virtuels ou à tout le moins hybrides, là, selon vous? Moi, je dis, en fin de compte, il y a oui et non. Oui, parce que je crois que ça ouvre des possibilités dans le sens que, exemple, vous êtes un conférencier qui est sollicité, puis vous avez un choix énorme pour aller à un congrès ou à un autre. Prendre l'avion, donc. C'est ça, ça veut dire que moi, si dans mes convictions, je dis, OK, cette année, je vais faire seulement 4 voyages, 4 déplacements, il y a quand même ce conférencier-là avec le numérique, le virtuel, peut aller atteindre un public, des participants. Et vice-versa, un participant qui dit « Moi, j'aimerais aller à ce congrès-là, mais il y a seulement la moitié de l'événement qui m'intéresse. » Alors, il va chercher les conférences qui l'intéressent, qui sont virtuelles. Alors, je crois que le numérique est là pour rester. Il faut juste bien l'employer. Pas mettre tous nos œufs dans le même panier puis dire que le numérique va révolutionner. Je crois qu'il nous permet une agilité qu'on n'avait pas auparavant. Mais aussi, le numérique est bien beau, mais lorsqu'un congrès débarque puis il veut tout numérique, on pense rarement les ressources en matériel, en personnes humaines que ça prend parce que c'est pas une baguette magique, hein, le numérique. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher faire aussi. Ces 2 événements, littéralement. Oui. Et Tristan, vous, donc, est-ce que vous êtes aussi du même avis? Là, on continue de faire les 2? Je pense qu'on est parti pour avoir de l'hybridation intelligente dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on va... En fait, dans le développement durable, il y a quand même le bien-être de l'humain. Le bien-être de l'humain, vous l'avez mentionné, l'idée, c'est de se retrouver. On a plus de plaisir à être ensemble. Mais dans certains cas, comme Véronique l'évoquait, ça peut être intéressant, voire carrément pratique, voire carrément environnementalement responsable, de faire des portions, tout ou partie, en virtuel. Donc ça, c'est parti pour rester. Mais on a parlé là tout à l'heure de la fameuse chasse au carbone dans les départements de TI. Là. Donc, Tristan, vous disiez les émissions de carbone des machines, des outils qu'on utilise, il faut y faire attention. Bon, ça, on a bien compris ça. Le secteur des transports aussi a été identifié comme stratégique pour réduire l'empreinte carbone des Québécois. Il y a
des initiatives, Véronique, vous en parliez, là, à mettre en place pour diminuer l'impact de transport dans la conception d'un événement. On peut avoir des conférenciers qui restent chez eux, par exemple, qui font des zooms au lieu de prendre l'avion. Même chose pour les visiteurs. On peut aussi inciter les visiteurs à suivre en ligne ce congrès-là. Ça, on a bien compris. Mais est-ce que la technologie permet de mesurer ça aujourd'hui, par exemple, cette empreinte-là d'un modèle hybride, selon vous? On est tout à fait capable de mesurer au kilomètre près, au kilowattheure près, la présence ou la non-présence, les impacts que ça peut avoir en termes de gaz à effet de serre. Ouais. Donc aujourd'hui, si on veut appliquer des modèles, les normes existent, les données existent, on peut très bien dire un événement 100% virtuel, le même, avec les mêmes personnes 100% physiques, voici la différence en termes de gaz à effet de serre que ça représente. Ouais. Et ce sera majeur. D'accord ? Le virtuel, d'un point de vue comptable pur, sera toujours beaucoup plus efficient que si on commence à rentrer là-dedans les notions de transport, à moins que tout le monde aille aux événements en vélo, mais enfin, ce n'est pas demain la veille. Donc, dès lors qu'il y a du transport, de la consommation d'énergie fossile, le virtuel va l'emporter. Donc, faut réduire ça. Là, on continue ça. C'est ça. Il faut continuer de le réduire jusqu'à ce que ça devienne contre-productif. Le virtuel ne répond pas à tous nos besoins. Donc, il faut juste être parcimonieux dans notre choix d'événements et dans les déplacements qu'on se sent capable de faire. Il faut réduire nos déplacements d'énergie fossile. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et Véronique, pour être proactive dans son utilisation de la technologie pour limiter son empreinte techno, c'est quoi les outils à surveiller selon vous là, dans un avenir rapproché? Est-ce qu'il y a des choses à garder sur notre radar? Parce qu'on a vraiment l'impression que la discussion aujourd'hui, elle est très prospective. Il y a peu de choses encore, de bonnes pratiques. Là. On est un peu dans les balbutiements de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut garder sur notre radar? Je pense qu'il faut rester à l'écoute de voir l'évolution de la technologie, jusqu'où ça va nous permettre d'améliorer nos événements. Puis pour le moment, effectivement, comme Tristan le mentionne, moi je trouve qu'on manque de data, de façon de le voir. De chiffres. Hein. Puis moi, je ramène ça à vos événements. On a 3 choses à regarder lorsqu'on planifie pour être en mesure de faire attention à notre empreinte environnementale. La première chose à se dire, c'est qu'est-ce qu'on peut éviter? Après ça, si on n'est pas capable de les éviter, qu'est-ce qu'on peut réduire? Ouais. Et puis après ça, on compense. Ouais. Mais il y a souvent, on réduit sans s'être posé la question, qu'est-ce qu'on peut éviter? Alors, c'est les mêmes questions qu'il va falloir qu'on se pose au niveau du numérique. Également, qu'est-ce qu'on peut éviter pour pas que notre empreinte numérique soit trop grande? Mais dans le spectre de l'organisation d'un événement où les gens se déplacent aussi. Ouais. Alors, c'est intéressant. Éviter, réduire, compenser. J'aime ça, je garde ça en note. Tristan, qu'est-ce qu'on garde sur notre radar pour l'avenir? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les données, de façon générale, elles existent. Elles ne sont peut-être pas exploitées comme il le faudrait. On parle souvent du big data. Jusqu'où on va, comment l'intelligence artificielle est capable de faire du sens de toute cette masse de données. Mais j'ai envie de revenir un peu terre à terre ici. Il y a des intuitions qui sont bonnes, il y a des bonnes pratiques qui vont au-delà de l'analyse quantitative des informations. On sait qu'on doit réduire notre transport, on sait qu'on doit réduire notre consommation de façon générale, et notamment de viande. Ça, c'est des éléments qui sont au-delà du numérique, qu'on peut tous engager chacun pour soi. Mais si on veut revenir sur les outils en tant que tels, il existe des outils au niveau des individus ou des entreprises qui permettent de faire des bilans carbone de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on était capable de faire avant l'arrivée du numérique. Donc, d'un point de vue individuel, je vous invite à utiliser par exemple Climate Hero, qui est une application qui permet de faire son bilan en quelques minutes au niveau individuel. Et il existe aussi toutes sortes d'outils, dont certains d'ailleurs sont développés au Québec, qui permettent à une entreprise, dans l'espace de quelques semaines, de faire un bilan carbone. Vous en avez des noms à nous donner? Je peux parler de Carboscope, de l'entreprise Oxia, par exemple, avec qui on travaille, Metrio, Novisto, qui sont aussi des entreprises qui proposent des outils de ce genre-là. Tous ont leurs forces et leurs faiblesses, si on veut, plus de force que de faiblesse d'ailleurs.
et qui nous permettent justement de poser un premier constat. Et comme on le sait, on ne peut s'améliorer que si on se mesure. Donc j'inviterai nos auditeurs à utiliser ces outils numériques qui sont là, qui existent, et qui sont en plus locaux, pour ensuite bâtir des plans d'action. Très intéressant. Merci Tristan Hurtley, Véronique Allard d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était à la fois inspirant et instructif. J'ai appris plein de choses. Alors merci à tous les deux d'avoir participé. Et pour vous qui êtes à l'écoute, ne manquez pas les autres épisodes de Destination Numérique. On parle notamment d'outils numériques pour le développement durable, stratégie de contenu ou encore du métavers. Un épisode fascinant que je vous invite à écouter. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.